moment donné, il faut qu'on se responsabilise. À un moment donné, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dise les vérités. Parce que ce qu'on est en train de créer là, non seulement on a déjà perdu des vies dedans, des gens sont en exil dedans, des gens sont en prison dedans. Maintenant, qu'est-ce qui reste encore demain? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Là, on a commencé. Petit à petit, ce qu'ils sont en train de faire là, le peuple est déjà enragé. Pourquoi à chaque élection, les gens doivent être tout le temps, doivent être stressés? Pourquoi devrait-on stresser les gens? Moi, pourquoi on le fait? Pourquoi on pousse toujours le bouchon au fait? Pourquoi? On est à la recherche de quoi? C'est le sang que les gens veulent? Je n'arrive pas à comprendre. Je pense que je vous ai déjà répondu. J'ai dit tout à l'heure que le plus grand parti du Bénin, c'est le parti Les Démocrates. Le parti qui a le plus de militants au Bénin aujourd'hui, c'est le parti Les Démocrates. Mais si ce parti ne va pas aux élections, n'est pas sur la liste, l'offre n'est pas seulement limitée, elle est biaisée. La politique est en train de nous diviser, ce qui devrait nous unir. Donc, ce sera le plus grand défi du prochain président. Mais les défis auxquels sont confrontés les présidents des institutions à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte, et je l'ai déjà dit, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'exilés politiques. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques. C'est de faire en sorte que l'armée ne sorte plus pour tirer sur nos compatriotes. Et surtout de faire en sorte que chaque citoyen ait son droit de vote. Toutes les sensibilités politiques doivent concourir et compétir. Ça, ce sont les défis auxquels, y compris le président de la République aussi, hein, il doit relever ce défi-là. Parce qu'il en a joui, il en a bénéficié. Tous les présidents d'institutions, tout le monde. Le prochain président, lui, c'est comment faire pour unifier le pays. Dans ces conditions, moi, je vais demander au peuple entier de voter pour les démocrates. Les élections, là où on va là, ce n'est plus une élection. Il faut que les gens comprennent que nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de libérer ce pays. C'est de faire en sorte que le parti, les démocrates, moi, je n'ai pas encore fait mon adhésion dans un parti, hein, mais quand moi, je lis ce code-là, je me dis que j'ai une seule obligation, c'est de faire en sorte que ces lois-là, toutes ces lois-là soient modifiées. Parce que ces lois-là, pour moi, sont des lois circonstancielles. J'assume ce que je dis. Sinon, vous ne pouvez pas faire ce genre de loi-là. Alors que vous savez très bien, c'est parce que BRUP savent que s'il n'y a pas accord de gouvernance, si on ne compte pas leur voix ensemble là, ils ne peuvent pas avoir 3%, 3%. Ils ne peuvent pas. Ça veut dire quoi? Que le peuple a une seule obligation. Toute personne qui aime le pays à l'heure actuelle, je pense qu'ils voient, non? Si tu aimes ce pays, le matin du vote, peu importe le vote, tu te lèves le matin, tu mets les démocrates dedans. Non pas pour faire plaisir aux démocrates, mais pour sauver le pays. Les populations sont décidées cette fois-ci d'aller aux élections. Je peux vous assurer qu'ils sont décidés d'aller aux élections. Et c'est pour ça que je lance encore un dernier appel à tous les présidents d'institutions. Le destin du Bénin, à l'heure où je vous parle, est dans leurs mains. C'est à eux de décider. Et au dernier jour, chacun sera face à ses responsabilités. Chacun, aujourd'hui, a le pouvoir ou a le choix de rester du bon côté ou de rester du côté qu'il aurait souhaité. Mais la République, elle a de la mémoire parce qu'elle est éternelle. Il y a encore un espoir pour que le peuple puisse avoir son droit de vote. Je ne vous cacherai pas que même mes anciens camarades du BR, parce que j'ai fait ma démission du BR, sont unanimes, y compris mes camarades de l'UPR,
sont unanimes que tout le monde doit aller aux élections. Tout le monde doit aller aux élections. Vous savez, ça peut vous paraître bizarre, hein? Et même le parti, les démocrates ne se rendent pas compte. C'est un parti du peuple. Eux-mêmes, je ne suis même pas sûr qu'ils se rendent compte que tout le Bénin entier est derrière eux. C'est le parti qui compte le plus de militants. C'est le parti qui a une bonne assise aujourd'hui. C'est le parti du peuple. Et je suis convaincu que nos institutions ne vont pas empêcher le peuple d'aller aux élections. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Le 15 mars de l'année dernière, il y a un code qui a encore été, le code a été modifié. Voilà, ça c'est le nouveau code. Qui pour moi, c'est une insulte à l'intelligentsia béninoise. C'est une insulte à l'intellectualisme béninois. Je te dis, moi, quand je lis ce code, je me demande, mais à quel moment on en est arrivé là? Un, on sait que l'opposition, il a 28 députés, il fait à peine les 15%. On met le code à 15% de parrainage. Je parle en termes de parrainage. Ouais. On ramène le parrainage à 15%. C'est-à-dire au nombre exact près des députés ou des parrains du principal parti d'opposition. Moi, j'appelle ça de la provocation. D'autres peuvent donner un autre nom, mais moi, j'appelle ça de la provocation. Et lorsque vous cherchez à tirer le diable par la queue, vous allez vous brûler le feu, vous allez vous brûler les mains. Lorsqu'on joue avec le feu, on finit toujours par se brûler les mains. Peu importe comment tu seras fort, peu importe comment tu seras intelligent. Pour moi, c'est une insulte. Pour moi, je le répète, c'est de la provocation. Parce que vous ne provoquez pas seulement un parti, vous provoquez les militants de ces partis. Vous mettez en danger la cohésion nationale. Et pourquoi je dois provoquer l'autre? Ce n'est pas sain, ce n'est pas élégant pour permettre. Bon, après, il y a le côté économique. Le chômage, il est grandissant. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Ceux qui ont un emploi, ils sont sous-employés. Ils sont dans l'informel. Le monde rural aujourd'hui, difficilement, il s'en sort avec 2 repas. L'état des écoles et des hôpitaux, je vous l'ai déjà dit. Dans nos hôpitaux manquent même de compresses, de seringues. Le CNHU, je vais vous faire une confidence. Vous savez que le 5 décembre 2022, j'ai perdu un enfant au CNHU. Ma femme était enceinte. Il y a eu rupture de placenta. Et vous savez, le médecin qui est là m'a dit que si il y avait, c'était au Cugo, hein, au CNHU, le plus grand hôpital du Bénin, le plateau technique ne peut pas opérer deux femmes à la fois dans le plus grand hôpital. C'est-à-dire que si le plateau technique était occupé, même la maman ne serait pas en vie aujourd'hui. Parce que le plateau technique n'était pas occupé, ils ont pu sauver au moins la maman. Amis internautes de BeAfrica Web TV, très heureux de vous accueillir à nouveau dans cette interview spéciale avec notre invité du jour, M. Romaric Boko, spécialiste des mathématiques et de la statistique, mais également un acteur politique engagé. Avec lui, nous reviendrons sur les derniers développements de l'actualité politique au Bénin, tout en explorant son parcours personnel, son engagement politique et sa vision pour l'avenir du Bénin. Bonjour, Monsieur Romaric Boko, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Jules. Et bien sûr, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie.
Donc, on va commencer le volet politique et puis pour introduire ce volet, on a une décision très importante qui est tombée il y a à peine 30 minutes de la Cour constitutionnelle concernant le litige qui oppose le député Michel Sodino Sodino. à son parti politique. Et la Cour s'est déclarée incompétente, pardon. Je voulais prendre votre réaction à chaud par rapport à cette décision de la Cour. Bah, moi, je ne suis pas surpris parce que, bon, bon, comme c'est une réaction à chaud, moi, je voulais même commencer par la genèse de cette affaire, mais je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas surpris que la Cour puisse donner ce genre de décision qu'elle est incompétente. Ça veut dire quoi? Qu'elle renvoie le LD à pouvoir en cassation à la Cour suprême, parce qu'il y a déjà la première décision du tribunal. Après, ils ont fait appel. La Cour d'appel a statué. Maintenant, le troisième niveau, c'est la Cour suprême. Je pense qu'ils ont pu mesurer l'état d'esprit des Béninois. Je pense qu'ils ont pu mesurer l'anxiété. Et je peux vous dire quelque chose. Et je n'ai pas peur de le dire. Les Béninois sont prêts. Moi, je suis un enfant de rue. Je le revendique. Je suis un enfant qui est à côté et qui se trouve souvent là où la jeunesse se trouve, là où les démunis, le bas peuple, je suis toujours à leur côté. Et quand ils parlent, moi, je les écoute. Ces derniers mois, j'ai fait plus de 200 villages. Et pratiquement tous les week-ends, je fais le tour de tous les ghettos qui sont à Papa, qui sont au bord de la lagune. Tous les week-ends. Et moi, j'entends. Il suffit juste que je leur prends 2 litres de sodabi et moi, je les écoute. Les vendredis, je suis souvent au QG des étudiants. Parce que si vous voulez mesurer la température, prendre la météo d'une population ou d'un pays, il faut aller dans ces endroits-là. Ce n'est pas à rêve vivre que vous allez entendre la vérité. Hein. Et ils vont vous donner plus les informations de Paris et de New York. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Bien sûr, oui. Ce n'est pas dans les Sensad que vous aurez les vraies informations. Les populations sont décidées cette fois-ci d'aller aux élections. Je peux vous assurer qu'ils sont décidés d'aller aux élections. Et c'est pour ça que je lance encore un dernier appel à tous les présidents d'institutions. Le destin du Bénin, à l'heure où je vous parle, est dans leurs mains. C'est à eux de décider. Et au dernier jour, chacun sera face à ses responsabilités. Chacun, aujourd'hui, a le pouvoir ou a le choix de rester du bon côté ou de rester du côté qu'il aurait souhaité. Mais la République, elle a de la mémoire parce qu'elle est éternelle. Il y a encore un espoir pour que le peuple puisse avoir son droit de vote. Je ne vous cacherai pas que même mes anciens camarades du BR, parce que j'ai fait ma démission du BR, sont unanimes, y compris mes camarades de l'UPR, sont unanimes que tout le monde doit aller aux élections. Tout le monde doit aller aux élections. Vous savez, ça peut vous paraître bizarre, hein? Et même le parti des démocrates ne s'en rendent pas compte. C'est un parti du peuple. Eux-mêmes, je ne suis même pas sûr qu'ils se rendent compte que tout le Bénin entier est derrière eux. C'est le parti qui compte le plus de militants. C'est le parti qui a une bonne assise aujourd'hui. C'est le parti du peuple. Et je suis convaincu que nos institutions ne vont pas empêcher le peuple d'aller aux élections. D'autant plus que quand vous prenez notre constitution, ce petit bouquin, hein, dans le préambule, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Nous, peuple béninois, réaffirmons notre position fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le monopolisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un État de droit et de démocratie pluraliste. Et de démocratie pluraliste. Ça, c'est le préambule. Donc, c'est la base de notre République. Notre République, c'est la Bible de notre République. C'est ce qu'il dit tous les Béninois, que tu sois du Nord ou du Sud. Donc, j'aimerais rassurer tout un chacun.
que tous les partis politiques ou toutes les sensibilités politiques iront aux élections. On peut faire des erreurs, comme en 2019, comme en 2021, mais je pense que nous avons déjà acquis la maturité suffisante pour se rattraper. Et c'est le devoir de tout un chacun, que vous soyez homme ou femme, grand ou petit. Oui, malgré la décision de la Cour constitutionnelle, vous avez toujours l'espoir que les démocrates pourraient participer aux élections? Mais à 100%. Mais ça, écoutez, moi, je me trompe rarement. Hein. Je me trompe rarement. Mais je peux vous certifier, on est le 23 octobre aujourd'hui, je peux vous certifier que le parti Les Démocrates ira aux élections. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le peuple qui le dit. C'est le peuple qui le dit. Il y a une belle phrase de Jacques Chirac qui dit « Aucune dictature, aucun pouvoir ou aucune force aussi violente et inouïe ne peut empêcher, ne peut arrêter la volonté d'un peuple. » Et ça, on a vu. On a vu dans beaucoup de pays, tout dernièrement, le Népal, le Madagascar, et dans plusieurs pays. Moi, j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Le président Patrice Talon, c'est un grand monsieur. Et c'est un monsieur qui aime la démocratie. C'est un monsieur qui a fini ses 2 mandats, qui a respecté la Constitution, qui certainement, comme il a dit, va être acquis, et qui a son ministre des Finances qui est candidat. Je suis intimement convaincu qu'il est conscient de la situation actuelle. Ce n'est pas un 2e mandat qu'il veut faire. Patrice Talon a déjà fini son mandat. Et c'est le peuple aujourd'hui qui doit choisir. C'est ce que même la loi dit. Le peuple est souverain, c'est le peuple qui doit choisir, qui doit aller aux élections. Donc, moi, je suis convaincu que le peuple aura raison. Et ça, moi, je n'ai jamais douté que les démocrates... Excusez-moi, hein, je ne fais que vous dire ce que le peuple me dit dans les oreilles. Ce que ceux du bas peuple, parce que ce sont ceux-là même qui représentent la nation. Hein. Ce sont ceux-là qui manifestent leur envie d'aller aux élections. Moi, vous savez, j'ai entendu des gens dire peut-être que c'est notre tour de mourir pour que les autres puissent avoir la liberté. Moi, j'entends des choses, je ne peux même pas imaginer que les Béninois sont capables de prononcer de tels mots. Je vous dis que les gens sont prêts. Ils sont tellement révoltés qu'ils se disent il y a une dame Yoruba qui m'a dit la fois dernière, c'est une femme, hein, il m'a dit je vais traduire, hein, ça veut dire quoi? Ceux qui vont mourir. Ceux qui vont rester. Et moi, je lui ai dit non, moi, je n'aime pas entendre des choses comme ça. Nous sommes un peuple pacifique et je suis sûr que nos institutions trouveront le moyen pour que chaque Béninois puisse avoir son droit de vote. On ne va pas en arriver là. Mais juste pour le dire, je n'ai jamais vu un peuple, le peuple béninois aussi prêt, aussi... Je ne dirais pas qu'ils sont violents, mais ils ont cette rage-là d'en découdre. Vous voyez, ils sont comme des lions. Ils sont attachés. La fois dernière, j'étais allé récupérer des colis à Porte-Nouveau. Je vois des jeunes là, mais ils étaient furieux. À chaque fois, même au village, même les femmes, même les ça, ils se disent ça là. Ah non. C'est ce que j'entends. Et je suis obligé de les calmer. C'est pour ça que vous allez remarquer que depuis quelques jours, je poste tout le temps des messages de paix. Je poste tout le temps des messages d'alerte où j'interpelle nos autorités, les présidents d'institutions, que ce que le peuple prépare, je ne suis pas sûr que nous en tant que leaders politiques, que nous sommes prêts. Et il ne faut pas qu'on en arrive là. Parce que nous sommes un pays exemplaire. Dans tous ces pays-là, il n'y a aucun pays qui va nous parler de la démocratie. En 90, est-ce que vous avez vu la qualité de la conférence? Mais jusqu'à présent, moi, je continue de regarder à chaque fois les vidéos de la conférence. La qualité du contenu, la qualité des résolutions. Il y avait des hommes intellectuels
qui ont su trouver les mots qu'il faut et qui ont su mettre en place une constitution qui nous a gardés pendant plus de 30 ans ou 29 ans, de 90 pratiquement jusqu'à 2019. Donc nous avons, mon papa a été aux élections plusieurs fois. Hein. Mon papa et Saka Fikara, ce sont eux qui ont créé MDS. Moi, j'avais 10 ans, j'étais déjà sur le terrain politique. Il était le coordonnateur de Kérékou en 96. Donc, nous, on a vu que la démocratie pluraliste, je ne sais pas, le multipartisme, nous, on n'a grandi que dans ça. Donc, nous avons le devoir, nous, mais de laisser ça à nos enfants. Je ne sais pas si vous me comprenez, au fait. C'est parce que moi en 91 ou en 90, j'étais au CI. Ça veut dire quoi? De là, de CI jusqu'à un passé récent, et j'ai vu que des élections libres, transparentes, la joie, la fête et tout. Et j'ai envie de revoir ça. Ou tout au moins, j'ai envie de laisser ça quand même à mes enfants. Mais pourquoi moi, je vais jouir de ça? Et c'est ce que j'ai dit à Ablaye Biochane dans nos messages quand un jour on discutait. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, je suis sûr que si c'est aujourd'hui, vous n'aurez même pas la chance d'aller aux élections. Et pourtant, c'est un monsieur qui a eu la chance d'aller aux élections en 2011 et en 2016, si je ne me trompe pas. Monsieur Jules. Oui, bien sûr, oui. Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? 5 sur 5, oui. Mais c'est un monsieur qui a eu la chance, au moins d'aller aux élections. Mais si c'est aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'il aura cette chance. Parce que nos problèmes ont commencé en 2019. Nos problèmes ont commencé en 2019. Déjà, vous savez ce qui s'est passé? L'exclusion du parti FCBE à l'époque. Élection législative du 28 avril 2019. Où à la fin, on s'est retrouvé avec BRUP. Moi, je n'étais pas encore dans BR à l'époque. Qui ont été aux élections. Avec tout ce qui s'est passé, cette violence, ce feu nourri, cette tuerie, où on a vu l'armée en pleine ville tirer sur nos concitoyens. Il y a eu des morts. Après ça, il y a eu une bonne partie, plus d'une dizaine ou d'une vingtaine, voire même une centaine, qui ont été emprisonnés. Et en octobre, il y a eu l'armistice pour la première fois. On n'a pas fait de guerre, mais pourtant, ils ont voté une loi d'armistice. L'armistice, c'est quoi? C'est le traité qu'on signe pour mettre fin à une guerre. Et moi, à l'époque, je me suis dit, écoutez, nous avons fait une erreur. L'erreur, elle est humaine, nous avons fait une erreur. C'était une erreur de parcours. J'espère que cela n'arrivera plus jamais. Et c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à rentrer dans le BR quelques mois après. Mais dès que la législature, c'est la 8e, hein, de 2019, mais 2 ou 3 mois après, en novembre, ce qu'ils ont fait, ils ont changé la Constitution. La Constitution, elle a été modifiée. Le 7 novembre 2019. C'est-à-dire, un mois après l'armistice, ou quelques jours après que l'armistice a été signé et les gens ont quitté la prison. C'est dans la Constitution de notre pays qu'ils ont mis ce fameux vice-président. Sinon, avant, il n'y avait pas le vice-président, l'article 41, 42. Ils ont mis tout ce qui a trait avec le duo vice-président, le parrainage. C'était 10% de parrainage. Et c'est là qu'ils ont mis aussi qu'il faut 10% pour les élections avant qu'on puisse quand même t'attribuer des sièges. Pour la répartition des sièges, oui. Pour la répartition des sièges dans le code électoral. Il y a un autre code électoral qui a été... voilà, ils ont voté un autre code le 15 novembre 2019, de la même année. Voilà là où nos problèmes ont commencé. 10%. Au départ, moi, 10% de parrainage, moi, j'étais déjà contre. Parce que même en France, c'est 1,18. Au Sénégal, c'est 3%. À côté, en Côte d'Ivoire, c'est 5%. Et encore que nous n'avons pas cette culture-là. Nous n'avons pas cette culture-là. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la loi. Quand vous voulez voter une loi,
Il y a ces lois-là. J'ai fait un peu de recherche. Ces lois doivent être en harmonie avec les conditions particulières d'un peuple, c'est-à-dire sa constitution, ses mœurs, sa culture, sa religion et même son climat. L'esprit des lois représente donc l'équilibre entre la raison humaine et les réalités sociales. L'Afrique francophone n'est pas encore prête pour le parrainage. Je le dis et je l'assume. Parce qu'il faut un degré de maturité, de responsabilité profond. Il faut un degré de maturité et de responsabilité profonde. On n'est pas encore prêt. J'ai reçu d'ailleurs M. Jean-Baptiste Elias ici, qui m'a Oui. cité une quinzaine de pays avec les taux de parrainage qui ne dépassaient pas les 5%. Et même les pays qui sont très avancés démocratiquement, le parrainage, c'est vraiment dérisoire, contrairement au taux qu'on a aujourd'hui au Bénin. C'est quoi le but de parrainage? Mais c'est de filtrer. Le parrainage permet de filtrer afin d'avoir un candidat représentatif pour éviter qu'il y ait des candidats fantaisistes. Mais c'est tout. C'est juste pour filtrer. Et même le Bénin n'avait pas ce problème-là. Comment on a vu les Léandres Kouessan Diago ici, non? Oui. Les Lionel Lagbo. Ou bien, Bien même sûr, celui oui. qui avait LC2. Mais tout cela allait aux élections, ils prenaient leur Oui, 1%, leur Christian 0,1%. Laindé. Christian Lainé. Ça gênait quelqu'un? Ça empêchait quelqu'un? Le peuple arrivait Non. à faire la part des choses. À un moment donné, il faut qu'on se responsabilise. À un moment donné, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dise les vérités. Parce que ce qu'on est en train de créer là, ce qu'on est en train de créer, non seulement on a déjà perdu des vies dedans, des gens sont en exil dedans, des gens sont en prison dedans. Maintenant, qu'est-ce qui reste encore demain? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Là, on a commencé. Petit à petit, ce qu'ils sont en train de faire là, le peuple est déjà enragé. Pourquoi à chaque élection, les gens doivent être tout le temps, doivent être stressés? Pourquoi devrait-on stresser les gens? Moi, c'est pourquoi on le fait. Pourquoi on pousse toujours le bouchon au fait? Pourquoi? On est à la recherche de quoi? C'est le sang que les gens veulent? Je n'arrive pas à comprendre. Mais nous sommes assez matures. Tout ce pays, avec tous les diplômés là, avec tous les grands intellectuels, on ne peut pas s'asseoir et dire stop. Nous avons déjà essayé, on a vu. Mais honnêtement, il va bien falloir qu'on commence par se poser les bonnes questions. Là, moi, je suis très, très sérieux avec toi. Parce que, et là encore, il y a Montesquieu qui dit quelque chose. L'esprit d'une loi devait toujours tendre vers la justice équitable, la protection de l'intérêt général et le respect des valeurs universelles de droit. Mais on était là. Le code électoral du 15 novembre 2019, c'est-à-dire 10% de parrainage, et même vice-président, là, le poste là, ça sert à quoi? Dans un pays où il n'y a pas cré, il n'y a pas table. Mais c'est un budget qu'on donne. Ou bien, Bien elle a sûr, une oui. voiture, non? Elle a un personnel. Ce sont les Et, pauvres béninois là qui difficilement mangent 3 fois, qui payent tout ça. et on a appris même qu'il y a un siège de la vice-présidence qui est en train Ouais, d'être construit. qui est en construction. Mais tu sais, dans une économie comme la nôtre, il n'y a pas de petite économie. Je répète, dans une économie comme la nôtre, parce que nous avons des économies fragiles. Le PIB du Bénin, c'est 21,47 milliards de dollars. Mais c'est rien du tout. Parfois, tu entends le budget des affaires sociales, ça ne fait même pas 50 milliards de francs CFA. Mais tu as fait quoi avec ça? Donc, je répète, c'est comme une famille modeste. Il n'y a pas de petite économie. Il n'y a pas de petite économie. Parce que la plus petite économie peut servir, ne serait-ce que d'apporter de l'eau potable dans les écoles. Mais on était là, 10%, on disait que c'est beaucoup. C'est un code qui est chrysogène. Vous savez, quand on parle de code électoral, il faut toujours chercher le consensus.
c'est-à-dire entre la mouvance et l'opposition. Il faut toujours chercher le consensus. Si vous ne cherchez pas le consensus avant d'entrer dans le processus électoral, vous aurez toujours les crises. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il s'agit là d'intérêt, d'une question d'intérêt. Vous savez, les gens sont attachés à la politique et à la dignité humaine. Et ça, on ne peut pas leur reprocher cela. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un, mais de vouloir choisir le leader qui veut le diriger. Ou celui qui va, ou celui qui portera sa voix à l'Assemblée. D'autant plus que la puissance législative appartient au peuple. La puissance législative appartient au peuple qui donne mandat à ces députés de le représenter. Donc, vous ne pouvez pas leur empêcher, mais d'être rigoureux sur ces points-là. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Le 15 mars de l'année dernière, il y a un code qui a encore été, le code a été modifié. Voilà, ça c'est le nouveau code. Qui pour moi, c'est une insulte à l'intelligentsia béninoise. C'est une insulte à l'intellectualisme béninois. Je te dis, moi, quand je lis ce code, je me demande, mais à quel moment on en est arrivé là? On sait que l'opposition, il a 28 députés, qui fait à peine les 15%. On met le code à 15%. De parrainage, je parle en termes de parrainage. Oui. Ce qui était à 10%, où on disait non, mais c'est beaucoup parce que ça limitait le nombre de candidats à 10 si tous les députés parrainaient. Et il faut les lois de telle manière que, mais parfois les lois, elles ne sont pas explicites. Chacun peut l'interpréter de la manière dont il veut. Alors qu'on sait que les politiciens africains sont des pervers. Excuse-moi le terme, hein. Les politiciens africains, y compris, voilà, nous sommes pervers. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Oui. On ramène le parrainage à 15%. C'est-à-dire au nombre exact près des députés ou des parrains du principal parti d'opposition. Moi, j'appelle ça de la provocation. D'autres peuvent donner un autre nom, mais moi, j'appelle ça de la provocation. Et lorsque vous cherchez à tirer le diable par la queue, vous allez vous brûler le feu, vous allez vous brûler les mains. Lorsqu'on joue avec le feu, on finit toujours par se brûler les mains. Peu importe comment tu seras fort, peu importe comment tu seras intelligent. Pour moi, c'est une insulte. Pour moi, je le répète, c'est de la provocation. Parce que vous ne provoquez pas seulement un parti, vous provoquez les militants de ces partis. Vous mettez en danger la cohésion nationale. Mais pourquoi je dois provoquer l'autre? Ce n'est pas sain, ce n'est pas élégant. Il y a Chirac disait souvent, il y a quelque chose qu'on appelait le gentleman politique. C'est-à-dire, on peut se donner des coups, mais garder une limite. Et là, au Bénin aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus ce qu'on appelle le gentleman politique. Ce n'est pas fini. L'article 132, nouveau. Un député ou un maire ne peut parrainer qu'un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Il n'y avait pas cet article-là dans l'autre. C'est-à-dire, dans le code de 2019, le code électoral, un député peut parrainer un candidat qu'il veut. Maintenant, je pense que c'est pour régler un problème, certainement, qu'ils ont fait, qu'ils ont mis cet article. Ou bien? Je pense que c'était pour régler l'affaire Soui qu'on a eue en 2021, qui a certainement décidé. pour régler l'affaire Michel Sodinou. Parce que cette loi-là règle déjà l'affaire Sodinou. Oui. Parce que ça veut dire quoi? Le député ou le maire ne peut parrainer qu'un candidat membre ou désigné de son parti. Écoute, moi, rien que cet article-là, moi, je dis que c'est de la merde. Mais c'est mon avis. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est comme si on prenait les actes, on prenait les maires et les députés
comme s'ils ne sont pas assez responsables, assez matures pour bien parrainer. Mais pour moi, c'est comme si on les mettait sous tutelle. Tu sais ce qu'on appelle mettre, tu sais, les vieux qui ont un problème là. Tu sais qu'on les met sous tutelle. L'État, la justice, le tribunal peut décider de les mettre sous tutelle Donc, de on a mis les élus sous la tutelle de leur parti. C'est à peu près comme ça. Absolument, de leur président de parti. Le président de parti, oui. Un député ou un maire ne peut parrainer qu'un candidat membre ou désigné du parti sur la liste. Ça veut dire que, en tout cas, moi, si je dois l'interpréter, et sur la fiche de parrainage, tu sais, apparemment, il y a deux signataires. Hein. Il y a le président du parti, si je ne me trompe pas, et le parrain. Ça veut dire quoi? Si tu ne peux parrainer que le candidat de ton parti ou le candidat choisi, ça veut dire quoi? Que du moment que tu donnes ta fiche de parrainage à ton parti, librement, c'est que tu décides, c'est que tu approuves le candidat. Enfin, moi, c'est ma compréhension. D'autant plus que tu as donné ça. Mais cette fiche de parrainage ne peut servir qu'à une seule chose, c'est parrainer le candidat que le parti va choisir. Mais tu n'es pas au-dessus du parti. Donc, si le parti même choisit un Nougounouï, si le parti choisit un Boudounon, mais la fiche ira pour cet individu-là. Ou bien je me trompe? Oui, c'est la compréhension qu'on peut dégager. Du moment que tu as donné ça, ça devient automatiquement une propriété du parti. Et encore qu'il y a une jurisprudence, une décision de la Cour constitutionnelle, apparemment, qui vient le confirmer. Mais pourquoi vous avez mis ça là-dedans alors? Si on doit encore parler de l'affaire Sodinou, du moment que Sodinou donne sa fiche, il s'en fout du candidat. Mais ça ne le regarde même pas. Mais on a dit, quand tu suis ce qu'il a dit, que lui, il préfère Éric Okounlété. Le parti a choisi Maître Adjobo. Comment ça s'appelle? Agbodjo. Maître Agbodjo. Maître Agbodjo, oui. Ça veut dire quoi? Que ta fiche de parrainage que tu as remis là, volontairement, sans contrainte, ce qu'on a vu, ils se sont même embrassés. Ça veut dire que de plein droit, ta fiche revient à Maître Agbodjo. Maintenant, tu décides de retirer ta fiche. Mais pour moi, du moment que tu le donnes, c'est que tu as déjà accepté. Et ça devient la propriété du parti. Du moment qu'on n'a pas récupéré ça chez toi, par contrainte. Mais, OK. Même si tu veux retirer, moi, tu sais, je ne l'ai pas encore dit, mais Sodinou, c'est un ami. Je te le dis aujourd'hui. Michel Sodinou, c'est un ami. J'appelle un ami quelqu'un que j'appelle, qu'on discute, tu vois. Il m'arrive même d'aller à Porto-Novo, de le voir, puis on s'assoit, on discute. On boit un petit verre ensemble. Mais je suis surpris de voir ce qu'il est en train de faire. Et cela me fait mal parce que je le connais. Je l'ai connu par un ami commun, hein, que je ne veux pas citer son nom parce que j'ai peur pour lui d'ailleurs. Je suis surpris par ce qu'il est en train de faire. Et comme moi, je suis un politicien averti qui a commencé la politique à l'âge de 10 ans, je t'ai dit que mon papa allait aux élections depuis 1995. Mon papa n'a jamais mis pied à l'école, donc c'est moi qui rédigeais tout, c'est moi qui l'accompagnais partout. Moi, je dis qu'il y a une main invisible là. Il y a une main invisible là. Mais tu veux retirer ta fiche, tu vas au tribunal. En même temps, on dit, OK, il faut qu'on te donne ça et on invalide ça. Mais donc, si ta copine prend ton passeport, moi, il m'est déjà arrivé un jour, je veux voyager, ma copine a pris mon passeport. Ouais, imagine que je vais au tribunal. Tu penses qu'on va me faire sortir une décision en même temps, même avec mon billet d'avion? Toi, tu penses ça?
Ok, Non. vous allez me dire que c'est les élections. Ok, même si on me dit de me donner, il ne veut pas donner. Tu penses qu'en même temps, ils vont annuler mon passeport? En même temps, le tribunal de droit commun, dans sa décision, il valide la fiche en même temps. Moi, je me pose des questions. Tu sais, je n'ai pas qualité à apprécier les décisions de justice, mais je ne peux que alerter sur les conséquences. Les actes qu'on pose dans un processus électoral, il faut qu'on essaye de faire attention. Parce qu'un petit acte peut causer ce qu'on ne souhaite pas pour ce pays. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui, oui. La question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, est-ce que la Cour constitutionnelle aurait dû avoir le courage politique de trancher la situation au lieu de dire qu'elle est incompétente? Parce que les contentieux électoraux relèvent de la Cour constitutionnelle, selon ma compréhension. Ça, c'est même l'article 133 de la Constitution. Si je ne me trompe pas. Moi, j'ai la Constitution avec moi. Je vais te dire parce que je l'ai mis, voilà, la révision. C'est un article de la Constitution. Parce que tout le monde attendait quand même la décision de la Cour pour que la Cour puisse vider Mais définitivement la question. comment voulez-vous être surpris par cette décision? Moi, je ne suis pas surpris. Et encore heureux, je suis même content que la Cour dise, OK, je suis incompétent. C'est une façon de dire, je ne veux pas m'en mêler. Pour moi, c'est une façon de dire, je ne veux pas m'en mêler. Allez vous gérer là-bas. Parce que eux, là, ils se disent, peut-être que si on fait un faux pas là, ça peut entraîner quelque chose. Ah, je ne suis pas incompétent. Je ne suis pas incompétent parce que le tribunal de droit commun a déjà tranché. Ils ont même déjà fait appel. Ils ont même déjà fait appel. Oui. Maintenant, je pense que normalement, je ne sais pas si c'est parce que ce n'est plus un cas d'urgence ou bien. Bon, je pense qu'ils ont un mois encore, non? Normalement. Euh, en principe, on a eu comme information aujourd'hui que la Sénat a déjà publié la liste des candidats retenus. Donc, il y a deux duos qui ont été... La Sénat est en train de dérouler son programme. C'est que la Sénat, lui, aujourd'hui, dans un processus électoral, lui, il reçoit cette décision du tribunal de droit commun. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que ce que la Sénat est en train de faire, c'est-à-dire que même pendant les élections, même pour les résultats là, donc ça veut dire que le tribunal de droit commun peut lui demander d'invalider des résultats, ou bien. C'est Ou bien. la question qu'on se pose aujourd'hui. Non, parce que il y a des gens qui ont dit quoi? Il y a des gens qui ont dit tout un abbé. Il y a des gens qui ont dit nous ne c'est clair. Tout le monde voit clair dans ce qui se passe. Mais le Bénin compte des millions d'intellectuels. Je dis le Bénin compte des... Tu vois, tous les jeunes de 18 ans, ils ont déjà le baccalauréat au Bénin. À 21 ans, ils ont déjà tous une licence. Tu penses qu'ils sont cons? Tu penses qu'ils sont crétés? Donc, ça veut dire quoi? Donc, le tribunal de droit commun peut demander à la Sénat, ah, il y a eu des irrégularités quelque part, il faut en annuler. Nous, moi, c'est des choses qui, tu sais, je n'ai pas qualité d'apprécier les décisions de justice parce que je ne connais pas les motivations. Mais je ne peux que tirer l'alerte sur les conséquences en tant qu'intellectuel. Parce que moi, je me réclame en tant qu'intellectuel. J'ai fait des années, hein, j'ai fait des années de grandes études universitaires. Donc, je suis un intellectuel. J'ai fait la prépa en mathématiques supérieures, mathématiques spéciales, j'ai fait la licence de mathématiques, j'ai fait le master en statistique à l'université de Rennes 2. Donc, je ne suis pas un crétin. Et pour mes UL libre, je faisais les choix collectifs. Je faisais du droit en UL libre. Donc, je ne suis pas un crétin. Et il y a beaucoup de Béninois qui ne sont pas crétins. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Parce que si nous tirons trop sur le bouchon, la pluie là, ça va mouiller tout le monde. Hein? Ah, ça va mouiller tout le monde. Hein? Oui, Ça mais va mouiller tout le monde. oui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que
la réforme du système partisan avait pour but de régler ces cas-là où les partis sont pris en otage par des individus. Est-ce on va dire que la réforme n'a pas porté ses fruits aujourd'hui? Mais si Sodino se lève aujourd'hui et réclame sa fiche, c'est qu'il y a un problème. Mais si tu n'es pas content, tu démissionnes. Mais moi, quand je ne suis pas content, quand je n'étais pas content dans mon parti, j'ai démissionné. C'est l'article numéro 11 de la loi 2018 du 17 septembre qui me donne ce droit-là. C'est la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Mais si tu n'es pas content, tu démissionnes. Mais si aujourd'hui un seul individu est en train de tirer ou même de prendre autorité sur un parti, c'est que le système partisan, là, il a échoué. OK. Maintenant, venons encore dans le code électoral. Vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Hein. Moi, j'étais le seul depuis un an à dire que ce code électoral-là, ça va amener ce qu'on ne veut pas dans le pays. J'étais le seul. Parce que ce code électoral-là, je l'ai appris par cœur. Je l'ai analysé et je connais les failles qui sont dedans et les pièges. Tu vois, le truc là, tu as vu que je l'ai souligné en vert. Un député ou un maire ne peut parrainer qu'un candidat. Je l'ai souligné en vert. Toutefois, en cas d'accord de gouvernance conclue avant le dépôt. On a vu d'ailleurs un accord entre le parti UPR et puis les FCBE de Paul Rompouet. Je te dis que ce sont les incohérences de ce code. Ce sont les incohérences de ce code. Écoute, on dit l'accord de gouvernance. Toi, tu as déjà vu une copie de l'accord de gouvernance? Pas encore. Hein? Non, pas encore. Normalement, dans le code, on doit pouvoir nous dire en quoi consiste cet accord-là. Ça doit être clair. Le modèle, le type de contrat d'accord. Moi, je me rappelle, ils avaient organisé une séance pour nous expliquer quand ils avaient voté le code en avril 2024. Ou en tout cas, en juillet ou en mai. À l'hôtel Bénin Royal Hotel. Mais quand on est arrivé sur le truc de l'accord, le député qui est là, il a dit que lui-même, il ne comprend pas. Hein, on va sauter cette étape-là d'abord. Ils étaient venus nous présenter le code. Hein, et quand on est arrivé sur l'accord, il me dit que lui-même, il ne comprend pas. Et on va sauter cette étape-là d'abord. Moi, je suis curieux, en tant qu'intellectuel, mais d'avoir au moins une copie de l'accord. Qu'est-ce qui est écrit dans l'accord? Dans le code, moi, je ne vois pas le modèle, le fond, la forme. Je veux savoir quelles sont les grandes lignes, le type de contrat, parce qu'un accord, c'est un contrat. Le type d'accord, moi, je suis curieux de savoir. Mais ça ne devait pas être un secret. Et là où moi, je suis un peu peiné, c'est l'article 146 nouveau. Seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Ce n'est pas fini, hein? La perversité, là, ça arrive. Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et dépassé et déposé à la Commission électorale nationale autonome et déposé, donc ça veut dire qu'il y a une copie qui est déjà déposée alors? Oui. Ou bien? Bien sûr, oui. Pourquoi on ne rend pas cette copie de contrat-là ou d'accord-là public? Est déposé à la Commission électorale nationale autonome, préalablement à la tenue du scrutin, un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant reconnu au moins 10% des suffrages estimés au plan national.
Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Tu vas voir à quel point nous sommes pervers dans le pays. Supposons qu'on ait 5 partis. S'il y a des partis qui ont signé un accord, il y a accord de gouvernance, de coalition parlementaire, il y a aussi municipal, hein, et il y a encore présidentiel. C'est 3 types d'accords. Je prends le cas de législative. S'il y a des gens qui ont signé un accord, nous n'allons plus tenir compte de 20% dans chaque circonscription, ou bien Il faut tenir compte de 10% maintenant. de 10%, ayant reconnu au moins 10% de suffrage au plan national. C'est une perversité. C'est-à-dire que si nous on signe un accord, ce n'est plus 20% dans chaque circonscription. Hein. C'est 10% sur le plan national. Donc, si chaque parti d'abord a 10% sur le plan national, on va mettre leurs voix ensemble pour attribuer les sièges. C'est-à-dire quoi? Que dans la même classe là, le professeur demande à certains d'avoir 20 de moyenne et il demande à d'autres, même si vous avez 10, même si vous avez 5 de moyenne, hein, et que d'autres ont 3, d'autres ont 2, nous allons tous mettre tout ça ensemble et on va voir comment on va faire pour vous faire passer en classe supérieure. Mais certains dans la classe doivent avoir une moyenne qu'on sait que ce sera difficile pour eux d'avoir. C'est contraire à l'esprit de la loi. Je t'ai lu, hein, en principe, ce que c'est que l'esprit. Quand on veut voter une loi, il y a ce qu'on appelle la forme. Il y a l'esprit de la loi. Ça doit répondre à l'esprit d'une loi. Ça doit être conforme à certains principes de la Constitution. Je pense que je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais le président de la commission des lois, Oden Aladatin, pour ne pas le citer, a dit que l'esprit de la loi aujourd'hui, ou bien du code électoral, c'est d'avoir des partis forts, des partis nationaux, si on peut le dire comme ça. Monsieur Jules Jossou, si je suis fort, pourquoi je vais encore aller signer un accord de gouvernance? Parce que l'accord de gouvernance me dit quoi? C'est qu'on va associer nos voix ensemble. Ensemble, oui. Hein? C'est comme au temps de l'UN. Mais si on est arrivé, si on nous a forcé tout ça à rentrer dans BRUP, BR seul, c'est plus de 200 partis. C'est un regroupement de 200 partis politiques et mouvements. BR seul. Je ne connais pas pour l'UP. Mais l'UP, déjà, tu vois, c'est les gars de l'UN qui sont là-bas. L'UN seul, là, ça doit faire plus de 300 partis. Si tu vois bien l'UP là, hein, tu vas voir que c'est beaucoup de gens de l'UN, de l'Union fait la nation, pour ceux qui sont observateurs. C'est l'UN, c'est l'Union fait la nation et d'autres partis politiques sont encore venus s'ajouter. Ça veut dire que BR là, où on a dit qu'on ne peut, il faut des partis forts, où il y a plus de 200 mouvements qui ont formé là. Eux ne sont pas encore forts. Et il faut maintenant aller chercher un accord de gouvernance, aller chercher encore d'autres partis pour se mettre ensemble. Et comme ça, pour les mêmes élections là, on va compter leurs voix ensemble et l'autre parti. Mais c'est du vrai n'importe quoi. Dans ces conditions, moi, je vais demander au peuple entier de voter pour les démocrates. Les élections, là où on va là, ce n'est plus une élection. Il faut que les gens comprennent que nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de libérer ce pays. C'est de faire en sorte que le parti, les démocrates, moi, je n'ai pas encore fait mon adhésion dans un parti, hein, mais quand moi, je lis ce code-là, je me dis que j'ai une seule obligation, c'est de faire en sorte que ces lois-là, toutes ces lois-là soient modifiées. Parce que ces lois-là, pour moi, sont des lois circonstancielles. J'assume ce que je dis. Sinon, vous ne pouvez pas faire ce genre de loi-là. Alors que vous savez très bien, c'est parce que BRUP savent que s'il n'y a pas accord de gouvernance, si on ne compte pas leurs voix ensemble là, ils ne peuvent pas avoir 3%, 3%. Ils ne peuvent pas. Ça veut dire quoi? Que le peuple a une seule obligation. Toute personne qui aime le pays à l'heure actuelle, je pense qu'ils voient,
Si tu aimes ce pays, le matin du vote, peu importe le vote, tu te lèves le matin, tu mets les démocrates dedans. Non pas pour faire plaisir aux démocrates, mais pour sauver le pays. Parce que la seule solution aujourd'hui, c'est d'avoir une majorité de plus de 3/4 ou de 4/5 pour modifier beaucoup de choses. Tu es d'accord avec moi? Bien Parce que sûr. d'abord, il y a l'article 83 ou 82 de la Constitution qui nous dit ceci. Pour réviser la Constitution d'abord, pour qu'on prenne en compte, il faut d'abord 3/4 de vote. Maintenant, pour qu'on puisse le modifier, il faut 4/5. Mais pour modifier le code électoral, il faut que le parti qui nous promet, le parti politique qui nous promet que ces lois-là, qui pour moi n'a aucun sens, doivent être modifiées. On est obligé de l'accompagner. Pour le moment, moi, je n'ai pas encore pris ma décision, mais je me pose des questions. Je suis en train de réfléchir, chaque jour, je réfléchis comment faire pour sortir ce pays-là du guet-apens dans lequel il est. Parce que le pays-là, c'est dans un truc que nous devons tout faire pour le faire sortir de là. Encore qu'aujourd'hui, il faut que les démocrates soient sur un bulletin de vote pour que les populations puissent voter pour eux, parce qu'avec la décision qui vient de sortir, rien n'est Non, moins sûr. les élections présidentielles sont dans 6 mois. Et avant ça, en janvier, il y a communal, il y a législative. Vous allez encore me dire qu'ils n'auront pas encore législative ou communal? On sait que vous avez suivi un peu l'actualité, que le président du parti a été convoqué par la police judiciaire, ainsi que le duo candidat. Et quelle est la loi qui dit que lorsqu'on est convoqué, on ne peut plus aller? Mais si éventuellement ils sont condamnés, la justice peut dissoudre même le parti avant les élections. C'est Non, des non, choses non, qui non, non, peuvent non, 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 arriver. non, 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 non. Il y a ce qu'on appelle des dispositions pénales qui est dans le, qui est, qui est dans le, de, qui est dans la loi numéro 18-23 du 17 septembre 2018. Moi, je n'ai pas lu ça dedans. J'ai tous les codes avec moi. Ça, c'est la constitution, ça, c'est le code civil, ça, c'est le code pénal. Ça, c'est la loi portant sur le système partisan. Moi, je le lis. Le procureur de la République a saisi à le ministère de l'Intérieur peut dénoncer des faits au procureur de la République au fin de la suspension ou de la dissolution du parti. C'est en cas de violation de certaines dispositions. C'est en cas de violation de certaines dispositions. Donc, il va bien falloir prouver quel est l'article qui permet que si en effet il a été établi que la fiche de parrainage a été falsifiée, c'est ça, non? Oui, c'est ça, Là où tu parce veux que en venir. le député Sogino accuse ses amis du Parti les démocrates d'avoir falsifié sa fiche de parrainage. Donc, on ne sait pas dans quel sens la justice peut tirer. Non, attends, s'ils sont condamnés, parce que moi je lis, bon, c'est par rapport, les dispositions, c'est quand on leur donne de l'argent, et l'argent public, s'il y a détournement, c'est dans ce cas-là hein, qu'il y a les dispositions conservatoires, l'article 48, l'article 49, parce que je l'ai lu, hein, est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 an, non, 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 c'est pas, c'est... Oh, ok, on va quand même, on Tout va comme avancer un concerne peu. les dispositions Oui. de l'article 4 et 5 de la présente loi, c'est l'article 14, article 4 et 5, ces partis politiques doivent leur parti défendre de la. Ça, là, ça n'a rien à voir avec la protection, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Septarisme, appartenance à une conversion, appartenance. Non, mais bon, comme vous savez, tout est possible dans la République. Sinon, moi, je n'ai vu nulle part. Je Ok, n'ai vu nulle donc, part ok, dans ça. oui. Donc, Oui. ce Donc, que je on disais, va, peut-être, c'est-à-dire vous la l'avez seule. déjà dit dans. Mais moi, je suis très optimiste. Hein. Les démocrates iront à toutes les élections.
le plus grand parti du Bénin, le parti qui possède le plus de militants que toutes choses étant égales par ailleurs, qui possède plus de militants que tous les autres partis. Mais, écoutez, comment vous voulez expliquer aux Béninois et à l'opinion internationale que ce parti ne peut pas aller aux élections? C'est contraire même à la Constitution. Je vous ai dit, on a fait une erreur de parcours en 2019 et en 2021. À moins que, bon, les gens veulent continuer dans ça, ils vont arrêter des gens, ils vont emprisonner les gens. Mais sauf que cette fois-ci, les Béninois sont adhérés, ils sont habitués. Donc, certainement, ils s'y préparent. Ou pour ne pas dire qu'ils sont déjà préparés psychologiquement. Lorsque quelqu'un est psychologiquement prêt à quelque chose, vous ne pouvez plus l'atteindre. Vous ne pouvez même plus le surprendre. Donc, moi je ne me pose même pas de questions. Ce sont des épreuves que nos amis démocrates sont en train de traverser. Nous serons en prière pour eux. Mais je suis convaincu que la Cour suprême bah, dira le droit, dira le droit, comme quoi, bon, voilà, que les démocrates peuvent aller aux élections parce que, bon, ils ont le droit de... La fiche qui a été donnée à Yaïboni peut être utilisée ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai entendu toutes les... Vous avez vu, j'ai même entendu des gens dire que normalement, 27 députés, que les 15%, ça va 27, et quelques. Oui. Lorsque vous faites des lois qui ne sont pas claires, il y aura 1000 interprétations. Et il faut éviter ça. Il faut que nos lois soient claires. Il faut que nos lois soient fermes. Et il faut que nos lois soient conformes à nos réalités. À nos réalités. J'espère que le bon Dieu pourra... Ouais, que le message sera entendu. Pour en revenir un peu à vous, je pense que vous l'avez dit sur plusieurs plateaux déjà. Je voulais quand même, de façon ramassée, quelles sont les raisons qui vous ont conduit à quitter votre parti, le bloc républicain? Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là, est-ce qu'à ta place, tu ne serais pas fier de moi? À ma place, bon, je ne sais pas. Toi, tu peux rester dans quelque chose, dans ces conditions-là. Je n'ai jamais reçu autant de messages de félicitations, autant de messages vous savez, des messages de soutien. Je n'ai jamais reçu autant de messages. J'ai reçu plus de 2000 messages entre les mails, entre les messages sur les réseaux sociaux, entre les messages WhatsApp. J'ai reçu plus de 2000 messages. Et vous savez, j'ai eu plus de 20 000 abonnés depuis que j'ai démissionné du BR. J'ai eu plus de 20 000 abonnés en plus. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le monde entier, que les Béninois ont approuvé ma décision. Ce n'est pas une décision personnelle. C'est une décision qui a été consultée. Parce que je n'avais plus le choix que de rester du côté du peuple qui me réclamait et qui connaissait mes convictions. Et ces convictions n'ont jamais changé, même en étant avec le BR. J'étais la voix des sans-voix au sein du parti. Et j'ai tout fait dans le parti à l'interne pour les ramener sur le droit chemin. Et à un moment donné, j'ai vu qu'ils ne veulent pas m'écouter. Peut-être parce que certains avantages protocolaires qu'ils ont leur fait tourner la tête ou parce qu'ils ne sont pas dans la même réalité que nous. Moi, je suis un homme de village. Je suis un homme de village. Je suis un homme de bas peuple. Donc, je ne peux que répondre aux appels, mais du peuple auquel j'appartiens. Je n'ai aucun regret et je ne suis pas le genre de personne qu'on essaie d'intimider. Bon, le président Black Biochané, il le sait très bien. Moi, dans le parti, moi, je ne discute qu'avec que deux personnes. Je te le dis, il y a pas, je ne suis pas le genre de personne que n'importe qui peut parler n'importe comment. Moi, dans le parti BR, tu peux demander à n'importe qui. Moi, je ne discute qu'avec deux personnes. C'est le président ABP ou mon président qui est Kassa Barthélémy.
Sinon, tout le reste là, il n'y a personne, moi, qui peut m'appeler, qui peut... Même quand il y a réunion là, si le président ne m'appelle pas, moi, je ne vais pas aux réunions. Donc, c'est pour dire aux gens que je ne suis pas le genre qui reçoit des intimidations. Je suis un ancien prisonnier, un ancien détenu, pour avoir défendu nos amis de Togben, et j'en suis fier. Donc, je ne suis pas la personne qu'on intimide. Je ne suis pas là. Non, moi, je suis un homme de combat. Je suis un homme de rue, je suis un homme de terrain. Donc, il n'y a rien qui m'effraie, il n'y a rien qui m'impressionne. Donc, il faut dire à tout le monde que je suis serein. Moi, je suis zen. Au moment opportun, chacun saura le parti dans lequel je vais adhérer. Je n'ai pas encore pris ma décision. Ça peut être l'UPA, ça peut être Moël, ça peut être RN. Même mon candidat aux élections présidentielles, je n'ai pas encore de candidat. Ah, moi, je n'ai pas encore de candidat parce que là, il n'y a que 2 candidats. Tous les candidats qui sont représentatifs doivent aller aux élections. Moi, c'est mon combat. Mais c'est mon combat. Le combat que je mène, c'est le combat pour la vérité. C'est le combat pour que chaque Béninois puisse avoir son droit de vote. C'est le combat que moi, je mène. Je ne mène Est-ce pas de que, combat contre... est-ce que Oui, l'offre politique aujourd'hui est limitée? Parce que ce qu'on voit actuellement, on a 2 candidats selon la liste provisoire publiée par la Sénat. On a le duo porté par Paul Mouquet et le duo porté par le ministre des Finances, Romer Doualani. Est-ce que l'offre politique est un peu limitée aujourd'hui pour que les Béninois puissent choisir la meilleure personne pour porter la destinée de notre pays? mais je pense que je vous ai déjà répondu. J'ai dit tout à l'heure que le plus grand parti du Bénin, c'est le parti Les Démocrates. Le parti qui a le plus de militants au Bénin aujourd'hui, c'est le parti Les Démocrates. Mais si ce parti ne va pas aux élections, n'est pas sur la liste, l'offre n'est pas seulement limitée, elle est biaisée. L'offre ne répond pas au contexte au contexte sociopolitique de notre pays. Ça veut dire quoi? Que nous sommes en train de prendre un risque. Les militants de ce parti-là, vous pensez qu'ils vont rester sans rien faire? Il faut aller les écouter. Pour le moment, ils continuent de faire confiance à nos institutions jusqu'à ce que, bon, nous allons atteindre, jusqu'à ce que la goutte d'eau va déborder la vase. En tout cas, moi, je ne répète que ce que les gens disent. Là, pour le moment, bon, ils vont aller pouvoir en cassation à la Cour suprême. Donc, la Cour suprême, ils attendent la décision de la Cour suprême. Ok, donc L'offre si n'est on pas quand même seulement on se limitée. Je projette, répète, l'offre, elle est est presque biaisée. inexistante. Ok, Oui, l'offre est inexistante. Donc, si on se projette dans une vision optimiste du fait que les démocrates vont participer à la prochaine élection, on aura des candidats, euh, euh, quels sont les grands défis qui attendent le prochain président? Si vous voulez énumérer 2 ou 3, quels sont déjà, les grands chantiers, oui. déjà, je vais vous dire quelque chose. Je pense que les démocrates, ils ont tellement de très bons politiciens qui doivent savoir que le pouvoir, quand vous voulez être président de la République, il faut se battre. Je pense qu'ils le savent. Hein. Ah, on ne prend pas le pouvoir par terre, hein, à plus forte raison. Le président Patrice Talon, il est venu de l'exil, ou bien, Oui. vous avez vu quelqu'un prendre le pouvoir n'importe comment. Ouattara, c'est après une guerre qu'il a pris le pouvoir. Hein. Mon papa disait quelque chose. Il dit, et taïdo, il dit, na gidiwe. Il y a qui coule. Ah, qui coule. On a vous zéné. On a une banane, coucouene. Car on a dans l'eau son connaît. Donc, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas à moi de leur dire. S'ils veulent le pouvoir, ils doivent être prêts pour conquérir le pouvoir, pour prendre le pouvoir. Parce que, et taïdo, à quoi d'être au Kiniou, c'est Owoto Belenu Kiniou. C'est l'argent qui est dans la bouche du lion. Il faut aller chercher. Donc, ils savent ce qu'il leur reste à faire.
disons, le plus grand défi pour le prochain président, c'est d'unir ce pays, c'est d'arriver à unir ce pays, redonner confiance aux Béninoises et aux Béninois. Il faut que dorénavant, que les Béninois puissent avoir confiance dans leurs institutions. C'est très important parce que les gens, ils sont en train de perdre confiance. Vous savez, bien que sur les réseaux sociaux, vous pouvez remarquer qu'il y a de l'adversité, de l'animosité, il y a des tensions entre nos compatriotes juste à cause de la politique. Et c'est pareil dans la ville. La politique est en train de nous diviser, ce qui devrait nous unir. Donc, ce sera le plus grand défi du prochain président. Mais les défis auxquels sont confrontés les présidents des institutions à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte, et je l'ai déjà dit, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'exilés politiques. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques. C'est de faire en sorte que l'armée ne sorte plus pour tirer sur nos compatriotes. Et surtout de faire en sorte que chaque citoyen ait son droit de vote. Toutes les sensibilités politiques doivent concourir et compétir. Ça, ce sont les défis auxquels, y compris le président de la République aussi, hein, il doit relever ce défi-là. Parce qu'il en a joui, il en a bénéficié. Tous les présidents d'institutions, tout le monde. Le prochain président, lui, c'est comment faire pour unifier le pays. Pour permettre, bon, après, il y a le côté économique. Le chômage, il est grandissant. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Ceux qui ont un emploi, ils sont sous-employés. Ils sont dans l'informel. Le monde rural aujourd'hui, difficilement, il s'en sort avec 2 repas. L'état des écoles et des hôpitaux, je vous l'ai déjà dit, dans nos hôpitaux manquent même de compresses, de seringues. Le CNHU, je vais vous faire une confidence. Vous savez que le 5 décembre 2022, j'ai perdu un enfant au CNHU. Ma femme était enceinte. Il y a eu rupture de placenta. Et vous savez, le médecin qui est là m'a dit que si il y avait, c'était au Cugo, hein, au CNHU, le plus grand hôpital du Bénin, le plateau technique ne peut pas opérer deux femmes à la fois dans le plus grand hôpital. C'est-à-dire que si le plateau technique était occupé, même la maman ne serait pas en vie aujourd'hui. Parce que le plateau technique n'était pas occupé, ils ont pu sauver au moins la maman grâce au professeur Aguemo, professeur Tousouza qui était à la retraite qu'on a dû appeler, le professeur Denako qui était le chef Cugo, je ne sais pas s'il est toujours chef Cugo, je lui transmets toute ma profonde reconnaissance à toute cette équipe, le docteur Ali, je vous dis, les meilleurs, les 4 étaient présents. Et ils ont pu sauver la maman. Et j'ai pu découvrir les conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent. Je vous dis, hein, la dame, la professeure Aguemon, professeur Denako, professeur Dosouza, docteur Ali, sans oublier le professeur Eugène Zoumenou des soins intensifs. Parce qu'après, mon épouse est restée au moins une semaine aux soins intensifs. Ils ont pu la sauver avec docteur Aounou. Juste pour vous dire que nous avons des problèmes, mais qui sont tellement importants qu'on peut se passer de mettre des fleurs, qu'on peut se passer de mettre des fleurs sur nos bitumes. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Mais Amadou ni Romain, Amadou ko bona soya yere, bona ko Lacoste bona doa. Bona ko bona doa. Non. Je vous dis, vous allez. J'ai vu des femmes qui ont accouché parce qu'ils n'ont pas l'argent pour récupérer leur bébé. Mais ils étaient là. Dans quel pays vous avez vu ça?
Moi, je vais en France me soigner. Je n'ai jamais payé un seul franc. Je n'ai jamais payé. On me soigne toujours gratuitement. Les femmes étaient là. Ils ont accouché, il n'y a pas l'argent. Et on saisit leur bébé. Vous voyez, ce sont ces défis-là que le prochain président doit relever. Et vous savez, les Béninois souffrent en silence. Les Béninois souffrent en silence. J'ai déjà expliqué qu'aujourd'hui, mais vous savez, on peut compter le nombre de personnes qui ont 3 ampoules dans leur maison. Hein. Certaines personnes même, ils ont un interrupteur, mais ils n'allument pas. Ils n'allument pas. Parce que l'électricité aujourd'hui, il est à 152 francs le kilowatt. Même en France, c'est à 120 francs. Même en France, c'est à 120 francs. Nos populations vivent dans des conditions les plus misérables et difficiles. Et ça, nous le percevons, nous sommes à leur côté chaque jour. Et nous garderons espoir. J'espère que le prochain président relèvera aussi le défi de la liberté pour tous, la liberté de peut-être rester Kono, de la liberté elle-même. Vous savez, le nombre de journalistes qui sont en prison, sans compter les petits jeunes là, sans compter, sans parler de Haïvor, sans parler de Madougou. Est-ce qu'on a besoin d'en arriver là? Pour quel développement? Yélénois Djakou dit quelque chose souvent, il dit, mais des Français gambo kokoyao et la wawe bao ne tei mewe vilo hubo ye do dobo e mase aivo yen ton na wawe bleun ajamlo no telo ko me do hunu gba me jo lipa bo tolodo ko me bu ka ton nukun ya mo lo po gbe mo no yan ta yi mi mo no ton fo wolo mo mi me des Français gambo bo kokoyao to ma aussi comme la wa ko gba. Et pour le président Patrice Talon, que j'affectionne beaucoup, et il sait que je l'affectionne, il sait que j'ai beaucoup de respect pour lui, et je l'admire. J'admire sa résilience. C'est-à-dire, il a une force de pousser les choses. J'aimerais lui dire ceci. Lui rappeler les conditions dans lesquelles il est entré à Cotonou. Non pas par sa force et sa volonté, mais par la volonté et la force de ce peuple-là qui tient beaucoup à sa démocratie et qui est contre l'injustice et contre l'emprisonnement arbitraire. C'est vrai, il est au terme de son mandat. Nous verrons comment le porter en triomphe. Mais toujours est-il, il y a ma grand-mère qui me chantait aussi une chanson de Yélénois Djakoui que j'aimerais lui dire, que j'aime, si vous me le permettez, pour finir, parce que je ne veux pas monopoliser votre chaîne. Oui, bien sûr, allez-y. Que ma grand-mère nous chantait souvent quand on faisait un peu le malin. Il disait Aïrondi odo miji, mais miton lebo diagodo. Président Patrice Talon. Bemendi odo miji, mais miton lebo diagodo, mimo combo. A hombre qui sait, et wadou toi renvodou nous con, on m'a fonné. Mais nous n'era qui sait, nous l'homme renvodou ya. Bedi odo miji, mais miton lebo diagodo, mais jaï moulondo mede, mais jaï moulondo mede. Vers la fin, le carré le plus fidèle, ils vont vous lâcher. On l'a vu ailleurs, hein. Le président de Madagascar, vous savez ce qu'ils ont dit? Vers la fin, c'est plus proche, l'ont lâché. Mais nous n'allons pas lâcher notre président Patrice Talon parce que je suis convaincu que vers la fin, nous allons le porter en triomphe. Mais il faut qu'il sache que ce peuple a envie de retrouver la ferveur-là, tu vois, cette chaleur-là, et cette fête-là lors des élections, et qu'il faut qu'il joue un rôle en tant que papa de tous les Béninois et non en tant que papa des militants de BR et de l'UP. Et que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne. Peut-être bien que je ferai campagne pour son candidat. Je n'ai pas encore fait mon choix. Peut-être pas. Moi, je n'ai pas encore fait mon choix. Mais j'observe et que le meilleur gagne.
Ok, merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, Oui, vous l'avez dit rapidement, l'affaire Tobin. Parce que ici, on a partagé beaucoup d'informations par rapport à cette ah, affaire-là, que d'accord. Oui. on ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à cette affaire-là? On sait que euh, vous avez eu une mésaventure dans cette affaire où vous avez dû faire même la Bon, prison. Donc, oui, si vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé exactement. Oui. bon, je pense que dans cette affaire Togo, je pense qu'il y a peu de gens qui ont les informations que j'ai. C'est une affaire que je connais du début jusqu'à la fin. J'ai été d'abord en 2021, j'ai fait 6 jours de garde à vue. Beaucoup de gens ne le savent pas. À compter du lundi 6, hein, toute la semaine, du lundi 6 décembre 2021, j'étais en garde à vue voilà, à Godomé. C'était le procureur Kodjo Aubert qui était là à l'époque au tribunal de Calavi. J'ai été présenté 2 à 3 fois au procureur. Je suis resté même un jour au tribunal jusqu'à minuit parce que certainement, il ne savait pas ce qu'il allait faire de moi, je suppose. Et finalement, bon, j'ai retrouvé ma liberté. Vous savez, il y a un collectif qui est inscrit, hein, ils sont enregistrés au niveau de, du ministère de l'Intérieur. Ce collectif revendique une seule chose. Il y a eu un premier décret du 29 avril 2020 qui a délimité une zone, qui a dit que cette zone, elle est déclassée. Elle n'est plus dans l'utilité publique parce que c'est l'utilité, la zone était d'utilité touristique depuis 2003, c'est-à-dire sous Térékou, du carrefour Fidiocela jusqu'à Togbela. Toute la zone était sous utilité publique, mais les gens ont construit, les gens achetaient. Et j'ai pu démontrer que même le porte-parole, comme apparemment il a dit qu'il a acheté en 2015, et j'ai dit qu'il, s'il a acheté en 2015, c'est qu'il a acheté lorsque la zone était toujours sous utilité publique. Donc, il ne pouvait pas acheter là. Mais il n'est pas le seul. Moi-même, j'ai de la famille qui ont acheté là parce que les gens ne respectaient pas la règle. Mais il y a eu le collectif dont je parle, ils ont respecté la loi. C'est le Conseil des ministres qui a comment dire, déclassé la zone. Et les gens, ils ont acheté à partir du 29 avril 2020, avant qu'un autre un autre décret du Conseil des ministres contradictoire sorte et reprend encore la zone et la met dans la zone d'utilité publique. L'utilité publique. Oui. Vous avez compris mais maintenant? Donc, Oui. quand on a dit que non, que c'était une erreur, mais si vous avez fait une erreur, réparez votre erreur. Ils ont dit, je te prends un exemple, il y a une dame qui a acheté la parcelle à 20 millions et qui a payé les 5%, elle a dépensé pratiquement 2 à 3 millions pour faire les papiers notariales et tout ce qui va avec. Mais on dit qu'on va lui payer 5 000 francs par mètre carré. Ça fait quoi? Pour le 300 mètres carrés, ça fait à peine quoi? Ça fait 1 500 000 ou 2 millions. Ça n'a pas de sens. Les gens n'ont pas voulu accepter. Ils ont même cassé leur maison. Mais les gens n'ont pas compris. Ils ont dit, mais monsieur Boko, mais ces gens-là sont venus me voir. J'ai plus de 300 PV du site. J'ai tout un dossier, hein. J'ai 300 PV dossier, 300 PV dossier de constat du site. Même l'État même reconnaît qu'il y a une erreur qui a été faite. Mais, vous savez, le 13 février 2022, le collectif est allé voir le ministre. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il peut encore dire qu'il y a harcèlement. Mais le collectif a dit quoi? Mais monsieur, dites-nous, donnez-nous un plan, un PLU, plan local d'urbanisme, ou comment vous voulez qu'on construise. Nous allons construire. Même si vous voulez des R+1, des R+2, ou bien ça ne va pas dépasser, nous allons respecter les normes que vous voulez. Le ministre a dit, je vous reviens. Il n'est plus jamais revenu. Jusqu'au moment où ils ont fait sortir un autre décret ou une loi ou quelque chose. Non, il y avait le DG Simo qui est venu, qui a dit que la zone, ils vont le remorceler et le vendre. C'est-à-dire qu'après, quand moi je suis sorti en prison, il n'y a même pas quelques mois, ils sont en train de vendre les parcelles là à 145 000 francs le mètre carré. C'est-à-dire les 1000 mètres carrés, ça va être 145 millions.
Est-ce qu'ils ont mis les anciens acquéreurs dans les priorités pour racheter? Mais si tu veux, je vais te donner tous les dossiers. Le président du collectif, le secrétaire du collectif, je vais te donner tous leurs contacts. Non, non, ils ne sont pas pris en compte. Ils ont dit qu'ils vont les dédommager à 5 000 francs le mètre carré. Comment vous allez prendre parcelle de quelqu'un? Vous lui avez arraché. Quelqu'un qui a acheté dans la légalité. Tu vas voir le président de la République signer un décret qui te rassure. Tu achètes et on te reprend. Et on revend encore pour les mêmes besoins. Ce n'est pas ils veulent construire. Ils vendent aux gens pour construire leur propre maison. Avec un PLU que, alors que le collectif a demandé la même chose. Moi, je me pose des questions. Quel est le, c'est-à-dire, à quel moment nous sommes arrivés à ce niveau-là? C'est ce que j'ai dit. Ouais, donc, ils m'ont mis des menottes, ils m'ont envoyé en prison en pensant que moi, je vais être triste. Mais ma maman vendait du pain. Ma maman, à Ronopeno, il vendait du pain. Donc, à 4 heures du matin, moi, j'avais déjà le panier de pain sur la tête. Il pensait que moi, je vais aller en prison et souffrir. J'étais en prison tous les matins, le CDS et le chef rond, ils passaient me voir avant d'aller faire le rond. On leur demandait en prison, tous les jeunes, mais j'ai été accueilli comme un prince. Je n'ai jamais souffert parce que les gens ont vu que je me battais pour eux. Je n'ai jamais eu un moment de tristesse. La seule fois où j'ai eu un moment de faiblesse, où j'ai coulé les larmes, c'est le jour où une dame qui avait plus de 70 ans était venue voir un jeune, son fils, qui était technicien, qui a été ramassé et il a été condamné à 5 ans pour gaille. Le petit certainement dit qu'il ne fait pas de gaille, c'est un technicien portable. La maman a marché de ses mains jusqu'à Cotonou pour donner 500 francs à ce garçon-là. Et là, je me suis dit, mais moi, je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux. C'est la seule fois que j'ai coulé les larmes. Parce que j'avais mal pour la maman, j'avais mal pour le petit. Parce que c'est le petit qui nourrissait la dame. C'est le petit qui nourrissait la maman par son petit job de téléphone. C'est lui qui lui a acheté les médicaments de tension. Et depuis ce jour, c'est moi qui nourris la dame. Je ne l'ai jamais dit à personne. Depuis ce jour, il n'y a pas, quand je suis à Cotonou, chaque semaine, je vais leur rendre visite. La dame ne manque de rien. Les gens ne se rendent pas compte que lorsqu'ils mettent des gens en prison, c'est toute une famille qui est détruite. Parce que moi, j'ai vu la façon dont ils ramassaient ces jeunes-là, comment ils étaient condamnés. Moi, j'ai vu. Et ça, c'est un autre débat. Je n'ai jamais eu. Moi, psychologiquement, depuis quelques jours, tout le monde m'appelle, me dit, mais tu fais beaucoup d'émissions, tu parles beaucoup, ils vont encore t'arrêter. J'ai dit, moi, je vais fuir. Ils vont m'arrêter pourquoi? Ils vont m'arrêter pourquoi? J'ai dit, je fais un seul combat. Tout le monde doit avoir leur droit de vote. Tout le monde doit aller voter. C'est ce que moi j'ai hérité, non? Mon papa a fait PRPB, il a fait 6 ans en prison, autant de PRPB. Donc si nous, on est libre aujourd'hui, c'est à cause de ces messieurs-là. Donc tout le monde me dit, on va encore t'arrêter. Ils vont m'arrêter pour eux, ils vont m'arrêter pour quoi? Moi, je ne vais pas fuir, je suis là. Je n'ai pas déménagé, ils connaissent tout. Qui ne connaît pas là où j'habite? Tout le monde connaît là où j'habite, mais moi, je ne peux jamais fuir ceux-là. Et maintenant, on a mené les soucis de l'Église. Donc, wulo mulo tonu ke sani akpata na te bo wulo na jayi to ganu alo ko mulo ko so amulo ti mulo ko kula gba wole do we so si we tinye so si gbegbe nu wete ne ma gonji bo agona gbene bibia na flema buri ma di mere blo ne bute na di mere to me biton ma donc que les gens se reposent ceux qui sont à Togbon ils viendront prendre leur terrain ça là c'est moi je leur ai fait cette promesse là faut leur demander mais maintenant pour nous ménager pour ça mais des bonnets. Non, à moins que vous les dédommagez comme il faut. On est tous béninois. Personne n'est pas plus béninois que personne dans ce pays. Hein. Nous sommes tous béninois. Personne n'est pas plus béninois que personne.
Moi, je suis Boko. Boko à Danguedevi. Boko Kwedano à Danguedevi. On n'a même pas besoin de dire. Quand on entend, on sait que c'est un Béninois. Et ma remission Togo de Boko à Bénin. Donc, que les gens soient sereins. Tous les Béninois iront voter. Pour aller l'écrire, tous les Béninois iront voter. Donc, Comme je le disais dans le petit mot introductif, vous êtes un acteur vraiment de terrain et vous avez même lancé une initiative que j'ai devant mes yeux ici, One Benin Fiesta ou Zéro Pauvreté. Quels sont les constats du terrain qui vous ont amené à lancer cette initiative? bon, le programme One Benin Fiesta a pour objectif principal l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes. C'est vrai que nous avons démarré avec le volet valorisation de la culture pour promouvoir nos artistes. Et c'est sur le terrain qu'il y a une forte demande de nos jeunes en ce qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes, l'éducation et santé. Donc, du coup, nous avons mis en place 3 autres volets qui sont l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, l'éducation et santé et la promotion du sport à la base. Je vais rapidement expliquer brièvement. Hein. Pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, nous avons déjà commencé par équiper des centres de formation professionnelle. Et le seul engagement qu'on attend de nos bénéficiaires, c'est qu'eux aussi doivent prendre des jeunes qui n'ont pas les moyens de les former, que nous allons équiper plus tard. Pour les femmes, nous avons commencé la distribution de 1000 pulvérisateurs d'appareils agricoles. On a commencé avec l'arrondissement de Zunguer. La semaine prochaine, on sera dans un autre arrondissement et ainsi de suite. La promotion de sport à la base, c'est équiper les jeunes et eux-mêmes vont organiser des tournois. Nous avons des recruteurs, des superviseurs qui vont détecter les talents et nous permettre de les mettre en contact avec des recruteurs à l'étranger comme M. Yinafon Alphonse qui travaille au stade brestois, avec qui nous avons déjà mis quelques jeunes qu'on a détectés sur le terrain du jeune football, un jeune footballeur. Dans cette rubrique, dans ce volet, nous avons déjà équipé plus de 250 villages, c'est-à-dire 250 jeux de maillot et ballon. Et on a déjà mis une dizaine de jeunes en contact avec de potentiels recruteurs. Et j'espère que d'ici là, nous aurons peut-être de futurs seigneurs, pour ne pas dire les futurs messies. L'éducation et santé. En ce qui concerne le volet éducation, nous avons d'abord commencé par la distribution de kits scolaires envers des enfants très, très démunis qui n'ont pas les moyens, qui sont à la maison, mais qui doivent aller à l'école. Mais il y a un volet qui a fait l'objet de demandes par les directeurs d'école. C'est l'électrification de nos écoles et CEG. Lorsque nous partons dans ces écoles pour leur offrir des kits scolaires, des cahiers, des bics et tout ce qui va avec, les directeurs nous ont demandé si on peut leur fournir des lampadaires solaires. On a commencé avec l'EPP, l'école primaire publique de Badazondi. On avait fait un camp, on a fait le CEG à Zoïsser. On a fait les 2 écoles primaires de Sunta, Saïlaga et Bekangui prochainement. Et Dangbo la semaine prochaine. Donc voilà un peu en ce qui concerne le volet éducation. Valorisation de la culture, nous avons déjà rénové une dizaine de temples vaudous à Atoïse, Bekandi, Zouta, Pérenkame, Dangbo. Et tous les 10 janvier, nous célébrons avec eux. On partage même le tissu d'ailleurs. On a pris un tissu, on porte avec nos vaudous aussi. On fait la fête, on prie pour notre pays, on fait la fête ensemble. Et c'est important quand même de promouvoir nos cultures endogènes parce qu'on ne peut pas aller, tout le monde ne peut pas aller à Ouida. Donc, nous qui sommes de la vallée, on reste là. Mino Kodena, Torlo, Mitonle, Mino Kodena, Vodou, Mitonle. Parce que nous, c'est ce que nos parents nous ont laissé. On n'a pas le droit de faire autre chose que ça, même si nous sommes musulmans ou chrétiens. C'est notre patrimoine culturel. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'on peut dire sur les 4 volets du programme Ouais, One ouais. Fiesta pour zéro pauvreté.
Oh, OK. Ces volets qui ont été ciblés, est-ce que c'est parce que sur le terrain, vous avez constaté que c'est les volets qui ont été négligés par des acteurs, ça peut être des acteurs, pas d'autres acteurs ou bien par le gouvernement? Parce que si vous remarquez bien, ce sont des volets qui ont un effet de corrélation avec le capital humain. Notre objectif, c'est le renforcement et la valorisation, parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Renforcement et valorisation du capital humain. Donc, on a mis éducation, santé, tout ce qui a recherche, tout ce qui a en relation avec la formation professionnelle. Donc, notre objectif, au fait, c'est d'investir dans le capital humain, de valoriser le capital humain, d'aider nos jeunes à ce qu'eux-mêmes soient autonomes. Comme je le dis souvent, avec One Benin Fiesta, nous ne donnons pas du poisson. Nous apprenons nos chers concitoyens comment pêcher. Et c'est un domaine qui est complètement délaissé. Hein. Moi, je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Vous l'avez peut-être vu dans nos vidéos, les écoles, l'état de nos écoles. Moi, j'ai vu des écoles qui n'ont pas de craie. J'ai vu des écoles qui n'ont pas de toit. J'ai vu des écoles où il y a 5 élèves qui s'assoient sur une table et chaise sur des tables. Vous voyez un peu les tables qu'on utilise quand on était petit, non? Les tables en bois, façon là, où il y a le banc et la table. Je suppose que vous avez fait Cotonou comme nous aussi. Oui, effectivement. Donc, J'ai fait donc, Porte-Nouveau voilà, donc vous voyez un peu le genre de table que je dis, non? Ce qu'on a qu'on l'habitude d'utiliser au utilisait, oui, c'est quotidien. Là. ça. Mm. Voilà. Donc, sur cette petite table-là, genre banc et table collée là, moi j'ai vu des élèves qui sont à 5. Donc là, si j'ai une doléance aujourd'hui, c'est si vous avez des partenaires qui peuvent nous offrir des tables, des bancs, ils sont preneurs. Ça, c'est la demande qui revient sans cesse. Et aussi, ils n'ont pas de l'eau potable. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas de l'eau potable. Donc, s'il y a des gens qui peuvent mettre les petites, vous voyez, les forages électriques là, Oui. s'il y a des gens qui veulent nous aider sur ce point, nous on ne prend pas, en tout cas au Bénin, nous on ne prend pas de numéraire, on ne prend pas d'argent. Mais si vous voulez le faire, vous achetez le matériel et puis nous on donne. Mais tout ce qui est, on ne prend pas de liquidité parce qu'on ne veut pas de problème avec qui que ce soit. Si vous voulez nous offrir quelque chose, que ce soit en matériel, voilà. Et nous irons donner dans les collèges et dans les CEG. Voilà les demandes qui sont beaucoup plus répétitives à l'heure où je vous parle. C'est table et banc. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas de toit. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas de toit. Et c'est fréquent dans nos villages. Disons, parfois, vous avez honte, quoi. Vous avez honte de l'état dans lequel se trouve notre projet scolaire, nos écoles aujourd'hui, l'état dans lequel ces écoles, les CEG se trouvent, c'est vraiment déplorable. Et quand nous, on va quelque part, c'est qu'on nous a sollicité. Parce qu'on n'est pas en compétition avec l'État. Nous, on est juste un soutien aux actions de l'État. Et je peux vous dire que nos populations rurales souffrent énormément, et ce n'est pas seulement nos populations rurales. Hein. Même dans Papa, ici, il y a des écoles qui manquent de tables et de chaises. Voilà. Ok, je voulais juste rappeler à nos internautes qui vont suivre cette émission, parce que la chaîne est vraiment ouverte sur la diaspora. On a beaucoup de nos compatriotes Voilà. qui Ils veulent vraiment sont nous aider. oui, qui sont un peu partout dans le monde, s'ils sont prêts à accompagner, et vous l'avez dit aussi, c'est pas d'envoyer de l'argent, mais d'investir, de fournir le matériel directement. Le On matériel. connaît plus ou Voilà. moins les besoins Voilà. de ces populations rurales-là pour accompagner les gens qui sont sur le terrain, Voilà. qui Il font le suffit juste travail qu'ils prennent contact avec nous avec et vous. Oui. puis on saura les orienter, on saura le faire ensemble. Mais votre programme ou bien le projet que vous conduisez sur le terrain, est-ce que c'est limité dans le temps ou bien c'est un projet qui va être durable? Ah non, 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 non. Déjà, on s'est fixé un objectif de 3 ans d'abord et après, on va faire un suivi-évaluation. D'abord, voir ce qu'on a fait et ce qui reste à faire. Et là, on va continuer sur une durée de 5 ans et après 10 ans. Parce qu'on ne peut pas faire des choses sans s'arrêter de temps en temps pour faire nos propres évaluations, pour faire nos propres suivis et voir ce qu'on a fait, discuter avec nos potentiels partenaires et les bénéficiaires et voir ce qu'on peut améliorer. Donc là, il y a la première phase de 2024 à 2027 et après, il y aura une phase de 2027 à 2032 et de 2032 à 2042. Donc, voilà. Ok. Donc, vous avez cité, les villages que vous avez cités, c'est surtout les villages qui sont dans la vallée de Lomé. On On a sait que commencé avec la vallée de Lomé, on la avait vallée de commencé à Lomé. Cotonou,
On a commencé avec la valorisation de la culture à Cotonou. On a rempli 2 fois déjà le stade René Pleven avec l'objectif de le droit à la culture. C'est-à-dire permettre aux jeunes, aux enfants, aux jeunes les plus démunis qui n'ont pas les moyens d'aller au concert de 5 000 francs, 10 000 francs. Nous ramenons les artistes dans les quartiers pour qu'eux-mêmes puissent quand même avoir ne serait-ce qu'1 heure à 2 heures de distraction, de concerts, d'activités culturelles. Et on a fait dans le premier, deuxième, on a fait pratiquement les 13 arrondissements de Cotonou. Et en 2019 ou 2020, on a fait le grand concert au stade René Pleven, où il y avait pas mal d'artistes, il y avait les Davido, il y avait en tout cas pas mal d'artistes. Et tous nos concerts sont gratuits. Donc, ce n'est pas seulement dans la vallée, Cotonou, vallée. Et très prochainement, on sera à Parakou et à Matéri. Enfin, en tout cas, je vais vous fournir le programme détaillé dans les jours à venir. Ok. Donc, ce que je voulais demander, au fait, plusieurs générations, on entend toujours qu'il faut valoriser la vallée de Lomé. Est-ce qu'une meilleure valorisation de cette vallée-là peut combler, dans une certaine mesure, les besoins que vous avez identifiés? Ah, bien sûr, la vallée de Lomé est la vallée la plus riche de l'Afrique, après le Nil, après la zone du Nil. Et bien, ce que nous on remarque aujourd'hui, ça fait des années que nous on attend qu'il y a un projet qui va arriver, qu'il y a un projet qui va arriver. Mais jusque-là, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Hein. Les populations sont toujours plus de profession rurale. Il n'y a pas trop de mécanisation. La vallée n'est pas aussi mise en valeur comme on pouvait le faire, ce qui allait créer beaucoup d'emplois et rendre certainement, il va améliorer les conditions de vie. Donc, je pense que le prochain gouvernement devrait mieux se pencher sur le cas de la vallée parce que ça peut nourrir tout le Bénin si on y prête beaucoup attention. Donc, merci beaucoup pour ce premier volet, ce premier bloc que je voudrais aborder avec vous. Et dès qu'on aura plus d'informations, on va mettre ça sur nos différentes plateformes, Facebook, TikTok, pour que les populations, ceux Je qui... vous ai envoyé également le programme One oui, Benefit pour j'ai vous oui, le aider. programme détaillé. Voilà. Oui, Même détaillé. les appels pour ceux qui sont à l'étranger, il y a une page spécialement qu'on a dédiée pour ceux qui veulent nous aider, ils peuvent lire, ils peuvent voir nos, nos différents, comment nous Contact. aider, Oui, comment voilà, vous aider les aussi. contacts et tout ce qui va avec. Et puis, on espère bien que ceux qui sont de la diaspora, je pense qu'ils comprennent mieux ce qu'on fait. Puis bon, on verra bien. Ça OK, n'a rien donc, de ça n'a rien de politique. Les gens pensent que One Benefiesta est politique. One oui. Benefiesta, depuis 2018, n'a jamais été politique. On a toujours fait ce qu'on peut parce que, vous savez, nous, on a été éduqués d'une manière très, très simple. Hein. C'est que c'est la population elle-même qui doit prendre en charge ses propres besoins. Comme le dit souvent mon papa, moi, je suis allé dans des écoles et les vieux là m'ont dit que c'est mon papa qui a donné le terrain là, ce que je ne savais pas. Il y a en 89-90. Et j'étais surpris de voir que, bon, il faut, voilà, donc je demande à tous les Béninois, surtout ceux qui sont à l'étranger, bah, tant que vous pouvez, même si c'est 10 cahiers, même si c'est un paquet de craie, même si c'est, peu importe ce que, je vous assure tout, ça a une grande signification. C'est un besoin nécessaire pour nos compatriotes. Et ne regardez pas trop tout ce qui se dit sur les réseaux. Hein. Les gens, ils souffrent beaucoup dans nos villages et ils ont besoin de nous tous. Voilà, Okay. merci beaucoup. Merci beaucoup.